L'ancien président du Zimbabwe a été inhumé samedi dans son village natal. Robert Mugabe était entouré de sa famille. En Zambie, le projet de réforme de la constitution du président ne passe pas. L'acte devrait renforcer les pouvoirs de Edgar Lungu. L'Indonésie a marqué ce week-end le premier anniversaire du séisme et du tsunami ayant causé la mort de plus de 4000 personnes l'an dernier. Héros de l'indépendance du Zimbabwe, Robert Mugabe s'est éteint le 6 septembre à l'âge de 95 ans dans un luxueux hôpital de Singapour où il se faisait soigner depuis des années. Plusieurs centaines de personnes, pour l'essentiel des proches et des voisins, ont assisté samedi à son enterrement à Kutama, à une centaine de kilomètres au nord-ouest de la capitale Harare. C'est pourquoi nous célébrons Mugabe qui a bien utilisé son don. Cet homme était un atout. Il n'était pas un frein. Nos cœurs saignent parce que nous avons perdu l'un des nôtres. Notre cœur saigne. Qui ne connaît pas les bonnes choses que notre Père a fait pour nous? Si Dieu le veut, dans un futur proche, nous ferons de cette zone un site commémoratif à la mémoire des victimes et de la catastrophe du 28 septembre. Recouvert du drapeau national, son cercueil a été enseveli dans une cour poussiéreuse de sa propriété de Kutama à l'issue d'une cérémonie sobre devant quelques centaines de proches. Il a été contraint à la démission il y a 2 ans par un coup de force de l'armée et de son parti. Aux autorités qui entendaient bien l'inhumer en grande pompe au panthéon des héros de la lutte de la liberté à Harare, la famille a opposé sa volonté de le faire reposer à Kutama, à une centaine de kilomètres de là. Une réforme très controversée de la Constitution alimente la polémique depuis des semaines en Zambie. Cible des critiques de l'opposition et de la société civile, le projet de Constitution doit être prochainement discuté à l'Assemblée nationale où le Front patriotique du président Edgar Lungu dispose de la majorité absolue des députés. S'il est voté en l'état, le nouveau texte va étendre les pouvoirs du président en matière de nomination des juges et des ministres, lui permettre de changer seule la carte électorale et de transférer de la Banque centrale au gouvernement la charge de contrôler la politique monétaire du pays. Des changements inquiétants au regard de nombreux observateurs qui pensent que ce texte va creuser la tombe de la démocratie zambienne. Jusque-là plutôt calme, le climat politique s'est profondément détérioré en Zambie depuis la réélection contestée en 2016 du président Lungu, accusé de dérive autoritaire. Les soupçons d'autoritarisme qui pèsent sur Edgar Lungu ont été relancés lorsque la Cour constitutionnelle l'a autorisé l'an dernier à se représenter en 2021. L'opposition estimait alors qu'il ne pouvait plus être candidat. Dans ce climat, l'annonce de la réforme constitutionnelle a provoqué une nouvelle levée de boucliers et convaincu la société civile de rejoindre l'opposition contre le président. Malgré des tirs nourris contre son projet, le chef de l'État ne semble pas prêt à céder. Reconnaissant qu'il sera difficile d'obtenir une majorité, le chef du parti d'inspiration islamiste Ennahda, Rachid Ghannouchi, lui-même candidat pour la première fois, a appelé à faire barrage à la corruption lors des législatives du 6 octobre prochain. Il est très difficile qu'un seul parti obtienne 51% des sièges à l'Assemblée. Si le peuple nous renouvelle sa confiance, nous gouvernerons avec les forces révolutionnaires qui ne sont pas suspectées de corruption, car le but essentiel de cette période électorale est de faire barrage à la corruption. Devant la presse ce vendredi, Rachid Ghannouchi a estimé que les législatives devraient consacrer Ennahda au coude à coude avec Kalb Tounès, le parti de l'homme d'affaires Nabil Karoui, soupçonné de blanchiment. Ce dernier s'est qualifié de son côté au second tour de la présidentielle au détriment du candidat d'Ennahda. Soulignant la grande expérience de son parti qui était pendant 5 ans membre de la coalition au pouvoir,
Rachid Ghanouchi a martelé qu'aucun de leurs représentants n'est accusé de corruption. Rachid Ghanouchi a néanmoins réitéré ce vendredi son opposition à toute modification de la Constitution de 2014, fruit d'un délicat compromis. Après les législatives du 6 octobre, les 7 millions d'électeurs tunisiens seront à nouveau appelés à voter, très probablement le 13 octobre, pour choisir leur président. Cela fait 3 mois qu'ils ont fui leur foyer. La famille Belem a quitté son village à 70 km de Djibo, dans le nord du Burkina Faso, à cause de l'insécurité dans la région. Agriculteur de 74 ans, Bourema a emmené avec lui les 42 membres de sa famille. Les assaillants prenaient tout le monde pour cible. Ils pillaient notre bétail et nos biens. Nous étions donc contraints à partir. Ils font partie des 300 000 déplacés internes en raison des violences djihadistes dans le nord et l'est du pays. Le Burkina Faso, petit pays pauvre d'Afrique de l'Ouest, est pris depuis 4 ans et demi dans une spirale d'attaques attribuées à des groupes armés. Ces attaques, de plus en plus fréquentes et meurtrières, ont fait plus de 570 morts depuis début 2015. Ils s'en prenaient à tout le monde, ce qu'ils appellent mécréants. Parmi ces victimes, il y a les musulmans, les protestants, les catholiques, bref, personne n'était épargné. Il fallait donc fuir pour sauver sa vie. Après 2 jours de voyage, la famille a trouvé refuge par hasard à Yagma, un village en périphérie de Ouagadougou. Ils occupent des maisons mises à disposition gratuitement par les villageois. La vie est nettement meilleure ici, c'est paisible. Là où on était, on ne pouvait pas fermer l'œil de la nuit parce qu'il pouvait arriver à tout moment. On était obligés de veiller, même les enfants. Bien qu'ils ne se sentent plus menacés, sans bétail ni terre à cultiver, ils peinent à subvenir à leurs besoins. Si les conditions de paix et de sécurité reviennent, ils souhaiteraient retourner un jour dans leur village natal. Plusieurs milliers de personnes ont participé samedi soir à Palu à une prière collective à la mémoire des victimes du tremblement de terre de magnitude 7,5 qui avait été suivi d'un tsunami dévastateur. Environ 4300 personnes ont été comptabilisées comme décédées ou portées disparues. Près de 60 000 autres vivent toujours dans des abris de fortune, leur domicile, selon la Croix-Rouge, n'ayant pas été reconstruit. Au moment du séisme, des quartiers entiers se sont littéralement enfoncés dans la terre en raison des secousses, un processus connu sous le nom de liquéfaction. Si Dieu le veut, dans un futur proche, nous ferons de cette zone un site commémoratif à la mémoire des victimes et de la catastrophe du 28 septembre. Dieu merci, je prie de tout mon cœur pour les victimes, tout en étant reconnaissante d'être ici, toujours en vie. Pour les gens de Palu en particulier, relevons-nous comme avant, c'est tout ce que je souhaite. Dans toute la zone, des centaines d'écoles n'ont toujours pas été réparées. Beaucoup sont tellement endommagés qu'il est trop dangereux d'y entrer. Ce qui fait que les enfants doivent aller à tour de rôle dans des salles de classe temporaires qui ne sont pas suffisamment grandes pour accueillir tout le monde en même temps, a indiqué l'organisation Save the Children. L'Indonésie, archipel de 17 000 îles et îlots qui s'est formé par la convergence de 3 grandes plaques tectoniques, se trouve sur la ceinture de feu du Pacifique, zone de forte activité sismique. « 350 usagers de la route sont morts par accident de circulation au Togo au premier semestre de cette année 2019, selon le ministre de la Sécurité publique qui attribue ce taux élevé de décès au non-respect du code de la route. Le constat, c'est que beaucoup d'usagers de la route ne passent pas le permis de conduire. Parce que le permis de conduire, c'est connaître le code de la route. Et beaucoup d'accidents, c'est parce que l'intéressé ou l'usager ne connaît pas le code de la route. Donc, nous avons donné jusqu'à fin septembre que chaque usager de la route
fasse un effort pour passer le permis de conduire. Les services techniques sont là pour organiser même des séances extraordinaires ou des séances foraines. Cette décision prise mi-août dernier qui donne un délai d'1 mois pour se mettre à jour est diversement appréciée par certains conducteurs de moto. Cette décision est salutaire, mais je vois que le délai donné est très court. C'est un travail qui devait se faire d'abord en amont, c'est-à-dire sensibiliser la population au niveau de ce genre de choses. Certains n'ont pas la naissance, la carte d'identité. Ceux qui n'ont pas la naissance, leur donner un délai. Ceux qui ont la naissance, ils n'ont pas la carte d'identité, leur donner encore un délai. Mais le délai très court, c'est ça qui a fait que la plupart d'entre nous ne sont pas du tout contents. C'est les conditions dans lesquelles nous allons faire ces permis-là qui causent problème aux motocyclistes. D'abord, on nous dit d'aller vers les auto-écoles. Ils n'ont pas réglementé un prix unique au niveau des auto-écoles pour que lorsqu'un motocycliste quitte pour aller se faire former au niveau d'une auto-école, qu'ils sachent que c'est à ce coût que me revient la formation au niveau du code avant d'aller passer le permis, qu'ils disent que ça fait 5 500 francs. Donc nous, quand ils ont dit ça premièrement, nous sommes allés vers les auto-écoles. Tu arrives au niveau d'une auto-école, ils peuvent te dire 65 000 francs. D'autres peuvent te dire 70 000 francs. D'autres peuvent te dire 35 000 francs. Or, eux-mêmes, ils connaissent le niveau de vie de la population. Nous n'avons pas assez de moyens. Si on avait ces moyens, est-ce qu'on va sortir encore rester sur la moto pour conduire? Dans la première semaine du mois de septembre déjà, des séances foraines de délivrance d'actes de naissance et du certificat de nationalité sont organisées pour satisfaire aux demandes des citoyens togolais. Mais des voix s'élèvent dans les rangs de certains syndicats des conducteurs de moto pour demander la prolongation du délai d'1 mois à 6 mois moratoire pour disposer du permis de conduire catégorie A avant la répression. Comme le fut sa mère, le prince Harry marche dans une rue construite sur un ancien champ de mines antipersonnel en Angola. Harry honore ainsi le travail de Lady Diana. Ce prince, qui est le 6e dans l'ordre de succession au trône d'Angleterre, a déclaré que c'est avec émotion qu'il a fait cet exercice dans cette rue désormais baptisée Princesse Diana. Quelques mois après sa visite en Angola, la princesse de Galles était décédée dans un accident de voiture à Paris en 1997. Harry était alors âgé de 12 ans. Aujourd'hui, du haut de ses 35 ans, il plaide pour la consignation des armes dans les livres d'histoire une bonne fois pour toutes. Notons que la journée de vendredi est l'un des temps forts de la visite de 10 jours en Afrique australe du prince Harry, une tournée qu'il a déjà conduite en Afrique du Sud et au Botswana.